Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons sous le signe du renforcement de la lutte pour la vérité et la justice. Le collectif contre l'impunité et la coalition contre la vie chère ont décliné ce jeudi les activités prévues pour la journée du 13 décembre. Des détails dans ce journal. Extradition de François Compaoré dans le cadre du dossier Norbert Zongo, une victoire d'étape selon Maître Prosper Farama, avocat de la famille qui note cependant le caractère provisoire de la décision rendue par la justice française et qui pourrait donner lieu à une longue procédure. Le pouvoir MPP manifeste sa volonté de poursuivre le bradage du patrimoine national à l'instar du CDP sous l'ancien régime. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'Union régionale du centre de la Confédération générale du travail du Burkina. Il dénonce l'adoption par le Parlement du projet de loi relatif à la ratification de la convention de concession révisée pour l'exploitation des transferts ferroviaires entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et la Citaraï. Dominique Yamiogo est notre invité et vous l'entendrez en fin d'édition. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Radio Liberté. Le 20e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons sera commémoré sous le signe du renforcement de la lutte pour la vérité et la justice pour ces derniers. Une commémoration qui sera marquée par plusieurs activités selon les organisateurs que sont le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques CODE-MPP et la coalition contre la vie chère CCVC. Ils étaient face à la presse dans la matinée de ce jeudi. Idrissa Koumbem. Le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques CODE-MPP et la coalition de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés CCVC maintiennent la flamme de la lutte. Cette année encore, ils vont commémorer la 20e année consécutive de l'assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons sous le signe de la justice et la vérité pour ces derniers et contre les crimes économiques et de sang. Pour ce faire, c'est toute une série d'activités qui sera organisée selon le porte-parole du CODE-MPP et de la CCVC, Chrysogones Zoukmoré. À Ouagadougou, le 13 décembre 2018, à 7h, rassemblement au cimetière de Gonguin pour le dépôt de gerbes de fleurs, le recueillement et l'hommage à Norbert Zongo et à ses compagnons, aux martyrs de l'insurrection populaire et de la résistance victorieuse au putsch. À 9h, nous aurons un rassemblement à la place de la Nation pour une marche meeting. À 17h, nous aurons le lancement d'un film documentaire à la Bourse du Travail. De ce fait, Chrysogones Zoukmoré lance un message à l'ensemble des structures organisatrices. Nous lançons donc un appel à l'ensemble des composantes du CODE-MPP et de la CCVC et au peuple militant et sympathisant du pays réel à faire des activités de ce 13 décembre 2018 un succès dans la lutte contre l'impunité. L'instruction sérieuse et le jugement sans complaisance des auteurs et commanditaires du quadruple assassinat de Sapuy sera un signal fort donné à l'ensemble des apprentis sorciers qui caressent le secret espoir de transformer notre pays en un vaste champ d'impunité. Des assemblées générales, des conférences, des meetings, des marches-meetings seront également organisés sur toute l'étendue du territoire national, a-t-il précisé. On reste avec vous, Idrissa Koumbem, pour parler de l'avis favorable émis par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris pour l'extradition de François Compaoré. Cet avis est perçu par Maître Prosper Farama, un des avocats de la famille, comme une victoire d'étape. Cependant, il explique qu'il s'agit d'une décision provisoire et que la procédure pourrait être longue. François Compaoré pourra répondre devant la justice burkinabé dans l'affaire Norbert Zongo après l'avis favorable de la justice française sur la demande d'extradition de celui-là qui est considéré comme le commanditaire. Pour Maître Prosper Farama, le frère cadet du président Compaoré gagnerait à venir répondre des faits à lui reprocher. De notre point de vue, c'est même dans son propre intérêt à lui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se disent sur lui par rapport à son implication dans ce dossier. Moi, j'aurais été à sa place,
j'aurais saisi cette aubaine pour m'expliquer sur ce qui m'est reproché. Parce que tant qu'il restera à l'écart de cette affaire, il ne pourra pas éviter que le Burkinabé et des millions de citoyens à travers le monde rattachent son nom à l'assassinat d'un journaliste. Alors que lui s'en défend en disant « je suis innocent ». Bon, c'est d'ailleurs pour cela que moi je suis étonné par sa posture, qui donne l'impression qu'il fuit la justice. À la question de savoir s'il n'y a pas de risque que François Compaoré s'évanouisse dans la nature, l'avocat de la famille Zongo explique qu'il ne sera pas libre de ses mouvements avec le mandat d'arrêt international qui pèse sur lui. Prosper Farama. Le mandat d'arrêt n'est pas uniquement adressé à la France. Non, c'était un mandat d'arrêt international qui est adressé à tous les pays qui sont dans le mécanisme de coopération judiciaire et policier international. Donc, à partir de ce moment-là, le pays dans lequel le mandat a produit un effet, François Compaoré, évidemment, s'il lui venait à l'esprit de vouloir jouer à cache-cache avec la justice française, pourrait se voir encore se retrouver dans une autre procédure d'arrestation et de demande d'extradition. Maître Prosper Farama a également insisté sur le fait que cette décision judiciaire n'est que provisoire et que la procédure pourrait être longue. Au cours de cette conférence de presse, le premier vice-président de la CCVC est revenu sur la marche-meeting organisée le 29 novembre dernier pour protester contre la hausse du prix des hydrocarbures. Il a déclaré que la plateforme revendicative de la coalition a été transmise aux autorités et que des concertations sont prévues avec le gouvernement. On écoute Chrysogones Zougmoré, dont les propos ont été recueillis par Idrissa Koumbem. Vous savez que nous avons introduit donc la plateforme le 29, c'était jeudi dernier. Dans la lettre qui accompagne cette plateforme, nous avons souhaité que le gouvernement apporte des réponses diligentes et surtout sérieuses aux 7 points contenus dans cette plateforme-là. À titre d'information, nous avons reçu hier, 5 décembre 2018, une correspondance du Premier ministère nous invitant à une rencontre le lundi 10 à partir de 8h. Nous sommes en train de nous préparer pour cette rencontre. C'est déjà dire que, en tout cas, c'est aller assez rapidement, ce qui est bien. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas que ce soit aller rapidement, c'est ce que le gouvernement pourrait apporter de façon effective à ces différents points. Donc lundi, nous irons donc à cette rencontre et après donc la rencontre, s'il y a lieu que nous communiquions, nous allons donc communiquer. Donc c'est dire qu'il y a eu une suite à ce que nous avons introduit comme requête auprès du Premier ministre. 18 ans après l'assassinat de leur camarade Flavien Nébié, la coordination des élèves et étudiants burkinabés SEB exige toujours la lumière et la justice sur cette affaire, de même que sur tous les autres crimes de sang impunis. À travers une déclaration, elle pointe du doigt la lenteur judiciaire. Elle a également saisi l'occasion pour dénoncer les conditions d'études des élèves et des étudiants qu'elle juge difficiles. Rabi Kaba. La coordination des élèves et étudiants burkinabés SEB dit s'offusquer de la lenteur de la justice sur le dossier de leur camarade Flavien Nébié tué au cours d'une manifestation d'élèves le 6 décembre 2000. Selon elle, ce dossier est toujours au point mort, bien qu'ayant fait l'objet de dénonciations dans un rapport du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. En plus de la lenteur de la justice, la SEB note que le pouvoir MPP continue dans la même lancée, que l'ancien régime a protégé les criminels qui ont versé le sang de leurs camarades, dont Flavien Nébié, Émile Zigani, Blaise Sidiani, Dabo Boukari, le journaliste Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune. Et la coordination de souligner que la commémoration de ce triste anniversaire intervient dans un contexte particulier, marqué par une dégradation des conditions de vie et d'études qu'elle qualifie de vertigineuses. Elle dénonce le désengagement de l'État dans le secteur de l'éducation qui s'est renforcé ces dernières années avec le plan national de développement économique et social PNDS. Ce désengagement se traduit par la poursuite de la privatisation de l'école avec des frais de scolarité et des cotisations APE élevées, rendant l'école inaccessible aux enfants du peuple. À cela s'ajoute l'insuffisance d'infrastructures, du personnel enseignant et de matériel didactique. Au niveau social, la coordination dénonce l'irrégularité de la cantine scolaire, de même que l'insuffisance et la mauvaise qualité des plats servis. Elle cite également l'inexistence de moyens de transport pour les élèves et étudiants. La SEB exige par ailleurs une gestion transparente et un élargissement
renforcement de la base de l'octroi des bourses scolaires. Ainsi, en ce jour d'anniversaire de l'assassinat de leur camarade Flavien Nébié, elle appelle l'ensemble des scolaires et étudiants à commémorer avec succès ce 18e anniversaire en exigeant toute la lumière dans l'assassinat de leurs camarades. Elle appelle également au renforcement de ces différentes structures sur le territoire national et à la mobilisation dans la lutte contre l'impunité. Suite de ce journal, le général Gilbert Diendéré était à la barre ce mercredi pour la poursuite de son interrogatoire dans le cadre du coup d'État manqué de septembre 2015. Au cours de l'audience, l'accusé n'a pas voulu répondre aux questions qui lui ont été posées par un des avocats de la partie civile, à savoir Maître Guy Hervé Kam. On revient donc sur le déroulement de ce procès avec vous, Danouma Ismaël Traoré. Le général de brigade Gilbert Diendéré s'est une fois de plus présenté à la barre ce mercredi pour répondre de sa responsabilité dans le coup d'État du 16 septembre 2015. Et ce sont les parties civiles qui ont poursuivi avec leurs questions et observations. L'on retient que le général Gilbert Diendéré a botté en touche la plupart des questions qui lui ont été posées, au motif qu'il aurait déjà soit longuement répondu à ces questions, soit parce que pour lui, il n'est pas question qu'il réponde aux déclarations de ses co-accusés. À la question de Maître Prosper Farama de savoir pourquoi le général était le seul informé d'un mouvement de troupes au camp alors que même le chef de corps n'était pas informé, il explique que le chef de corps aurait pu être informé, mais s'il ne l'a pas été, c'est peut-être parce que cela s'est passé en dehors de la caserne. Il précise par la suite que lui-même n'a jamais été informé d'un mouvement de troupes. Cette réponse n'a pas convaincu l'avocat de la partie civile qui dit trouver curieux que le général affirme qu'il n'était pas informé alors qu'à la rencontre avec les officiers, il aurait dit, selon les déclarations de plusieurs de ses co-accusés, et qu'il s'excuse de ne les avoir pas associés à l'action puisque tout le monde ne peut pas être mis au courant de ces genres d'informations. Et Maître Prosper Farama ajoute, je cite, « On ne peut pas aller à une rencontre avec ses collègues officiers en faisant cerner le bâtiment et placer un élément armé à l'intérieur sans qu'on ne soit informé de quoi que ce soit », fin de citation. Et lorsque l'avocat lui demande d'expliquer au tribunal si ce dispositif était habituel, le général Gilbert Diendéré affirme avoir déjà répondu à cette question et d'ajouter qu'il faudra avancer. À ce propos, Maître Prosper Farama lui signifie ceci: « Mon général, nous avons tout le temps. » Gilbert Diendéré rétorque en signifiant que c'est lui qui est devant pour répondre depuis plus d'une semaine. C'est alors que Maître Prosper Farama l'interpelle en ces termes: « Mon général, nous aussi nous avons fait plus de 2 semaines sans dormir en septembre 2015. En plus, si vous êtes fatigué, vous pouvez demander au président de vous trouver une chaise. Sinon, nous sommes là pour vous poser des questions. Bien sûr, vous êtes libre de ne pas les répondre. » Avec Maître Guy Hervé Kam, un autre avocat de la partie civile, le général n'a pratiquement pas répondu aux questions. Le premier couac entre l'avocat et le général est intervenu suite à une observation de Maître Guy Hervé Kam qui disait avoir parcouru tout le dossier sans trouver un seul élément de décharge pour le général et indiquer que sa défense gagnerait si elle en dispose de le verser au dossier. Et le général Gilbert Diendéré va recadrer alors l'avocat en l'invitant à rester dans son rôle de partie civile au lieu de donner les orientations à ses avocats. Et de quel droit vous prévalez pour défendre le parquet ou le juge d'instruction? Restez dans votre rôle et laissez mes avocats jouer leur rôle et le parquet jouer le sien, a-t-il lancé. La question de Maître Guy Hervé Kam de savoir à quel moment le général a décidé de prendre les choses en main va changer le cours des discussions. Le général expliquera qu'il est gêné quand il doit répondre aux questions de l'avocat parce qu'il n'arrive pas à faire la différence entre Monsieur Guy Hervé Kam, porte-parole du Balai citoyen, et Maître Guy Hervé Kam, avocat de la partie civile. Cela, il l'explique par le fait que le porte-parole est l'un des responsables de ce qui a poussé aux événements du 16 septembre. Nous avons suivi tout ce qui s'est passé le 30 octobre 2014. Nous avons vu les photos ici. Nous avons vu comment les 50 millions du régiment de sécurité présidentielle ont été distribués aux responsables d'OSC, dont Guy Hervé Kam. Nous avons
avons en souvenance les 100 millions remis à Guy Hervé Cam. L'intermédiaire est prêt à venir témoigner. Quand on voit que c'est en voulant chercher à manger qu'une telle situation est arrivée, c'est difficile de répondre à Guy Hervé Cam, a-t-il déclaré. En réponse, l'avocat s'est dit indigné d'entendre de telles affirmations qu'il a qualifiées de fausses et dire que si c'est le général qui était tant vanté et qui relaie ces informations, c'est que Blaise Compaoré a dormi pendant longtemps et sur des renseignements faux. L'audience a été suspendue à 17h et reprendra donc vendredi avec toujours la partie civile. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la corruption prévue le 9 décembre prochain, la plateforme d'organisation burkinabé de lutte contre la corruption, dont la SELC et le RENLAC sont membres, prévoit des activités du 7 au 9 décembre prochain. Parmi ces activités figure un panel sur le thème « L'appropriation et la mise en œuvre de la loi 04 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso ». À ce propos, pourquoi après l'insurrection populaire, on note encore la montée de la corruption et la généralisation de l'impunité des crimes économiques et financiers? C'est en substance la question qui a été posée au contrôleur général d'État Luc Marius Ibriga au cours du lancement des dites activités. Écoutons sa réponse au micro de Dasmane Nyangane. Nous savons tous qu'une insurrection, tout comme une révolution, c'est un moment important, mais le plus important, c'est la transformation de l'essai. Vous marquez l'essai, mais maintenant il faut le transformer. Mais aussi, nous devons être conscients que l'insurrection n'est pas une révolution et que cela n'a pas conduit à changer tous les acteurs du système. Ce faisant, il y a des pesanteurs et vous savez que l'administration est une grosse machine. Pour la déplacer, ça pose problème. Et donc, beaucoup ont fait le dos rond et on le voit dans nos statistiques. Et même le RENLAC, dans ses études de perception, l'a vu, il y a eu une baisse importante de la corruption et des actes d'irrégularité dans l'administration. Et comme nous le disons, parce que la sanction n'a pas suivi les velléités de reprise de la corruption, on sent une remontée des actes de corruption. De ce point de vue, je dirais que si ceux qui croient que nous devons tout faire pour débarrasser notre société de la corruption, s'ils baissaient le bras, c'est le risque de la banalisation de la corruption. Et c'est ce qui se développe en disant on ne peut rien contre la corruption. La corruption a toujours existé. C'est vrai, elle a toujours existé dans toutes les sociétés et de tout temps. Mais la corruption est un curseur de ce qu'on appelle la civilisation d'une société. Parce que si la corruption est développée dans une société, ça veut dire que la solidarité et l'espoir partagé n'existent pas dans cette société. C'est la loi de la jungle et ce sont les plus faibles qui pâtissent de la corruption. Hors de chez nous, au Burundi, le gouvernement a exigé la fermeture du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le pays avait déjà suspendu toute collaboration avec la dite institution depuis 2016. Tout le personnel international doit être redéployé immédiatement et l'Office a 2 mois pour faire ses valises et fermer définitivement ses portes, a précisé à l'AFP un haut cadre du ministère des Affaires étrangères qui a requis l'anonymat. Au Rwanda, l'opposante Diane Wigara et sa mère ont été acquittées par un tribunal de Kigali ce jeudi. Elle était accusée d'incitation à l'insurrection et falsification de documents. Des charges qui lui ont valu plus d'1 an de prison. Selon le jugement rendu par 3 juges, les charges retenues par l'accusation sont sans fondement. Elle était détenue avec 5 co-accusés qui ont également été acquittés. En France, près de 200 établissements secondaires sont restés bloqués ou ont été perturbés ce jeudi. C'est le 4e jour d'un mouvement de contestation de la réforme de baccalauréat né dans la foulée des mouvements des Gilets jaunes. Les manifestations de ce jeudi ont conduit à l'interpellation de 146 lycéens. Elles faisaient suite à l'appel à mobilisation lancé par 2 syndicats de lycéens. La page invitée.
Le projet de loi relatif à la ratification de la convention de concession révisée pour l'exploitation des transferts ferroviaires entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Citaraï a finalement été adopté par l'Assemblée nationale, malgré les interpellations faites au président du Parlement par l'unité d'action syndicale UAS. Pour Dominique Yameogo, secrétaire général de l'Union régionale du Centre de la Confédération générale du travail du Burkina, l'acte posé par les députés exprime la volonté du pouvoir MPP de continuer à brader le patrimoine national comme le faisait le CDP sous Blaise Compaoré. Dominique Yameogo est notre invité et il répond aux questions de Dasmane Nyangane. Dominique Yameogo, bonjour. Bonjour. Un projet de loi relatif à la ratification de la convention de concession révisée pour l'exploitation des transferts ferroviaires entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Citaraï vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. Que incriminez-vous dans ce projet de loi? Ce que nous incriminons, c'est que c'est une privatisation encore plus poussée. Parce que la concession prévoit à une durée de 30 ans. C'est quand même long. Très long. Donc dans ces conditions-là, c'est pas ce qui peut se passer en l'espace. Ensuite, le concessionnaire a été défaillant durant la première phase. Il devait de l'argent, des dettes à l'égard des deux États, Côte d'Ivoire comme Burkina, qu'il n'a pas pu payer dans un intervalle de plus de 20 ans. Et dans le projet de concession, il demande encore des différés, parfois de 5 ans, pour pouvoir régler ses dettes. C'est quand même un problème. Alors que nous savons que en la matière, le chemin de fer, c'est la sueur et le sang de nos aïeux, de nos grands-parents, pour que le chemin de fer voit le jour. Le brader de la sorte, c'est vraiment inacceptable pour la mémoire de nos aïeux. Est-ce que le Burkina manque de ressources vraiment pour pouvoir gérer son chemin de fer? Non, il ne manque pas. C'est une question de volonté politique. Il y a une convention pour gérer les travailleurs qui devait être adoptée en quelques 2 ou 3 années après la première concession. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous reprochez à Citaraï? Ce que nous reprochons à Citaraï, dans un premier temps, réellement, c'est le fait d'utiliser la puissance de l'impérialisme français pour imposer cette concession à nos États. C'est un groupe international qui est là, mais on sait que c'est la puissance de leur État qu'ils ont utilisée pour forcer la main à nos États. Ensuite, prendre des dettes de pendant 5 milliards pour un groupe international pendant 20 ans qu'on n'arrive pas à rembourser et qu'on veut rééchelonner, c'est un problème. Prendre des engagements pour adopter une convention pour gérer les travailleurs et ne pas le faire en 20 ans, c'est réellement un problème. Parce que quand nous avons suivi, les syndicats du Burkina, en réalité, n'ont participé absolument à rien. Et alors que tant qu'on n'adopte pas une convention, c'est l'ancienne convention qui doit prévaloir. Or, Citaraï refuse aussi d'appliquer l'ancienne convention. Il se réfère tantôt à l'ancienne convention quand des aspects l'arrangent, mais quand les travailleurs posent les problèmes en disant il faut l'appliquer puisqu'il n'y a pas de nouvelle convention, Citaraï se braque. Donc c'est vraiment des problèmes que nous avons vécu au niveau de l'ensemble de la situation. Tout ce que vous relevez, les députés le savent certainement. Finalement, comment appréciez-vous leur acte? Oui, les députés le savent puisque au niveau du mouvement syndical, l'unité d'action syndicale a envoyé une lettre au président de l'Assemblée nationale exposant la situation, les préoccupations, les attentes, les récriminations. Donc les députés n'ignorent pas cela, en disant que la ratification de la convention en l'état pose réellement des problèmes, ce sera un bradage du patrimoine national. Mais ils ont forcé, ils l'ont adopté, c'est réellement la volonté du pouvoir MPP de continuer à brader le patrimoine national comme le faisait le CDP sous Blaise Compaoré. C'est cela qui continue. Donc nous ne voyons pas vraiment un grand changement en la matière et il faut que cela s'arrête. Vous venez de le dire, vous avez adressé une correspondance au président de l'Assemblée pour l'interpeller. Finalement, vous n'avez pas été entendu puisque les députés ont adopté finalement ce projet de loi. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes? Quand nous allons avoir de façon précise tous les détails sur la ratification, nous allons réaviser parce que nous avons seulement noté qu'ils ont fait quelques amendements, des actes en marge pour pouvoir gérer le volet social,
mais il reste à voir comment ça va se concrétiser sur le terrain. Mais dans le fond, nous continuerons la bataille contre la privatisation, contre le bradage du patrimoine national, particulièrement le chemin de fer, qui doit relever quand même de la souveraineté de nos États. Cette bataille-là, nous allons la poursuivre parce qu'on ne peut pas accepter cela. Aujourd'hui, ce n'est qu'un tronçon, mais si un jour il y a le chemin de fer entre le Burkina et le Ghana, ou bien entre le Burkina et le Mali, ou le Togo, ou le Bénin, cela veut dire que les autorités et le groupe Bolloré va continuer encore à vouloir s'accaparer de tout cela. Tant qu'on n'élève pas la voix, tant qu'on ne poursuit pas cette bataille-là, c'est tout le patrimoine qui sera bradé à ces multinationales. C'est une victoire d'étape pour le groupe Bolloré, mais nous ne pouvons pas accepter que le patrimoine national là soit vraiment bradé. Et ce n'est pas notre dernier mot. Nous allons encore aviser en la matière pour ce qui est de la bataille pour sauvegarder le patrimoine national comme le chemin de fer. Dominique Yamiogo, merci. Merci. Nous sommes à la fin de ce journal qui a été réalisé par Tiona Sanogo. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur nos antennes.